Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président, c'est un grand plaisir, grand honneur d'ouvrir ces entretiens de l'AMF. D'abord parce que depuis que le ministre m'a fait l'honneur de me confier cette mission sur les crypto-monnaies et sur les crypto-actifs, ce thème n'a cessé de me captiver et cela continue. Tous ceux qui s'intéressent aux crypto-actifs ressentent, je crois, le même envoûtement pour ce mélange de technologie, de monnaie, de finance, et aussi peut-être cette alternance entre le doute et l'optimisme. Ensuite, parce que ces entretiens me permettent de retrouver le président Ophèle. Nous avons été collègues à la Banque de France pendant plusieurs années, et ce fut l'occasion pour moi de découvrir et d'admirer ses très grandes qualités, mélange de subtilité, de jugement, de fermeté, qui lui permettent de comprendre les grands mouvements, de les analyser, de les anticiper et de s'y préparer. Dans la période actuelle, qui est une période de grands bouleversements, bouleversements de la technologie, nous allons en parler, bouleversements sur les marchés peut-être, bouleversements en Europe certainement, c'est une grande chance que ces qualités soient mises au service de la place financière de Paris, de son dynamisme et de son intégrité. Ces entretiens sont consacrés aux cryptoactifs et plus particulièrement aux ICO. Je voudrais, en introduction, peut-être faire trois remarques générales. D'abord sur la période que nous vivons, ensuite sur les défis qu'elle présente, et troisièmement sur la réponse qui s'organise sous l'égide du législateur et avec l'initiative et la partition active de l'AMF. Il n'y a probablement pas de meilleure période pour réfléchir à ces questions que celle que nous vivons actuellement. C'est une période de changement rapide et sous l'effet de la digitalisation, une période de transformation profonde dans les instruments financiers et dans les processus financiers. Je crois qu'il est important d'être conscient que, en ce moment même, ce processus se poursuit, il se développe, il n'est pas achevé, sans qu'on puisse prévoir où et comment il va se stabiliser. C'est donc une phase de transition. Et dans ces phases de transition, il faut à la fois concilier une grande ouverture et une grande vigilance. Il faut permettre aux sans-fleurs de s'épanouir, mais sans ruiner l'ordonnance du reste du jardin. Et en écrivant cette métaphore botanique, je me disais que parfois il est plus facile d'ajouter un arbre nouveau dans un jardin à l'anglaise que dans un jardin à la française, qui est naturellement plus géométriquement ordonné. Et c'est peut-être le grand talent de l'autorité à l'invitation de laquelle je parle aujourd'hui, d'avoir réussi cette conciliation. L'originalité profonde, je crois, des cryptoactifs, c'est que ça n'est pas une innovation brutale, massive et unique. On reconnaît maintenant que c'est la combinaison et l'aboutissement d'un processus de plusieurs innovations parallèles qui, à un certain moment, se cristallisent pour produire des produits monétaires, des objets monétaires ou des objets financiers nouveaux. Il y a d'abord une innovation technologique, la blockchain, bien sûr, qui est elle-même le produit d'un long processus. Les techniques cryptographiques qui servent de base à la blockchain, les grands théorèmes cryptographiques qui ont inspiré son développement datent de plus de 30 ans. La technologie des registres distribués est elle-même disponible depuis une vingtaine d'années. Et donc la blockchain, c'est la cristallisation d'un ensemble de découvertes antérieures autour d'un objet nouveau et pour un grand nombre d'applications extraordinairement performant. Il y a aussi une innovation monétaire et financière avec l'ambition de créer des objets digitalisés, soit à vocation monétaire, ce qui est fortement discuté, soit à vocation financière. Et c'est quelque chose de très ambitieux et de très novateur. Et puis, il y a une innovation procédurale. Finalement, ce qui a permis au Bitcoin d'apparaître, de se développer et de connaître le développement qu'on lui connaît, qu'on le sait, c'est la méthode de consensus. Et cette méthode de consensus, elle est fondée sur un mélange très étroit d'innovation technique, d'incitation économique, d'innovation monétaire aussi. Et tout cela s'est progressivement cristallisé pour former la situation dans laquelle nous sommes. Cette situation, c'est une situation où on peut commencer à parler d'un processus de tokenisation des actifs ou de digitalisation des actifs. C'est une nouvelle façon de rattacher un actif à une identité, une façon plus cryptographique, qui permet de rendre cet actif au porteur,
de lui conférer une divisibilité, une fongibilité et peut-être une transférabilité et une liquidité plus importante. Et de ce fait, il y a probablement une expansion prévisible ou potentielle d'un très grand nombre d'instruments nouveaux à travers ce phénomène de tokenisation. Les ICO participent de ce phénomène, elles en sont une partie importante aujourd'hui, elles en montrent bien toutes les potentialités et aussi peut-être tous les risques. Et ce sera mon deuxième point, les défis que présente la situation actuelle. Alors j'en parlerai trois pour partir des risques et puis pour aller aux opportunités. D'abord, évidemment, et nous l'avons constaté depuis 12 mois, il y a le risque de bulle. Et ce risque de bulle, l'histoire nous enseigne qu'il est toujours présent quand une innovation importante se manifeste. Parce qu'une innovation importante, technologique, un changement technologique, produit l'enthousiasme, une exubérance qu'on a pu qualifier d'irrationnelle. Et cette exubérance irrationnelle pousse les prix d'actifs à des niveaux qui sont probablement sans rapport avec ce qu'exigerait une analyse économique rationnelle. Nous l'avons vu sur un grand nombre de cryptoactifs au cours de la période passée. L'enthousiasme ne devait pas conduire à les survaloriser, et je pense que la chute aujourd'hui ne doit pas conduire non plus à les condamner à l'excès. Nous avons eu un phénomène de bulle, et quand on regarde les courbes, elles ressemblent très très étroitement à d'autres bulles sur des actifs très différents qu'on a pu observer dans la période passée. Les bulles, certains optimistes et courageux disent qu'elles sont en réalité un moyen de financer l'innovation et que c'est l'enthousiasme que l'innovation suscite qui se manifeste à la fois dans les bulles et qui permet de les financer. C'est partiellement vrai, avec le fait qu'il faut quand même être conscient que cela représente pour un grand nombre, pour ceux qui entrent tard dans la bulle, un risque financier important et que c'est probablement notre rôle en tant que régulateur de prémunir et de préserver un grand nombre d'épargnants non informés contre ce risque. Deuxièmement, bien sûr, il y a dans les produits eux-mêmes des risques qu'on commence à bien identifier. Et ce qui est intéressant dans le cas des ICO, c'est que on peut identifier au moins 3 niveaux de risque superposés. Le premier risque est celui du risque projet lui-même. Les ICO financent des projets qui sont des projets très novateurs, très souvent très avancés, mais qui sont par nature des projets risqués. Et c'est bien l'objet de la procédure de fournir une sorte de capital risque à des projets innovateurs. Deuxièmement, il y a un risque un peu monétaire, puisque très souvent, ce qu'on appelle des jetons d'utilité sont en fait l'émission de monnaie à special purpose, de monnaie dédiée, qui serviront à acheter des produits produits par l'innovation. Donc ce risque monétaire, il est là, on n'est pas sûr de la pérennité de ces monnaies. Et puis troisièmement, il y a un risque de valorisation qui est classique, parce qu'on ne sait pas très très bien à quel prix tous ces services seront monétisés dans le futur. Donc ce cumul de 3 risques, je crois qu'on le voit bien maintenant, qu'il doit être analysé et qu'il doit être traité. Et en fonction de la structure du projet, de la structure du financement, de la structure du jeton lui-même, il appelle probablement des réponses très différenciées et très pragmatiques. Troisièmement, si l'on regarde l'avenir de manière un tout petit peu plus large, je crois que nous sommes à une période où ce dont nous avons besoin, c'est de bien percevoir l'articulation du droit et de la technologie. Je crois que les problèmes que nous allons avoir à résoudre pour gérer cette phase de transition sont des problèmes qui exigeront à la fois une grande robustesse, une grande innovation juridique et une bonne connaissance de la technologie. Il est facile de dire qu'on s'est rattaché un fichier informatique à un actif et qu'on a procédé à une procédure d'identification. Définir les droits, définir les conditions d'application, les enforcement, les juridictions applicables, la sécurité, la transférabilité, tout ceci va nécessiter un travail très profond. Et je crois que c'est le grand mérite de l'autorité qui nous héberge aujourd'hui d'avoir pris l'initiative et d'avoir lancé ce travail de rapprochement des experts techniques, des experts juridiques, des spécialistes, et de nous permettre de commencer à réfléchir à ce que nous voyons venir, mais que nous ne pouvons pas identifier totalement, c'est-à-dire la forme que prendront les instruments, le financement des entreprises, les instruments financiers, les procédures de financement
dans un monde qui sera un monde probablement tokenisé et très certainement transfrontière avec l'Internet. Je crois que là, nous avons un immense chantier devant nous. Il est à peu près certain que le financement des entreprises et des projets ne se fera pas dans 10 ou 15 ans comme il se fait aujourd'hui. Il faudra veiller à ce que nous puissions concilier les avantages de l'innovation avec la sécurité et la protection des épargnants, qui fait partie de la mission fondamentale des régulateurs. Et cela m'amène à mon troisième point, qui est la réponse conjointe, je dirais, de l'autorité des marchés financiers et du législateur. Il y a une très grande difficulté pour les autorités, qu'il s'agisse encore une fois des autorités législatives ou réglementaires, à agir dans un environnement dont j'ai dit qu'il était très loin d'être figé et qu'il est en changement permanent. Les objectifs restent les mêmes. Il s'agit de concilier l'efficacité de l'intermédiation financière, la protection des épargnants. La possibilité de concilier ces objectifs et les manières dont on les concilie évoluent constamment en fonction de la technologie et des contraintes. Et donc, dans la période que nous vivons, il y a en théorie trois approches possibles. La première qui est celle du laisser-faire. Celle du laisser-faire qui consiste à dire nous ne connaissons pas assez l'évolution technologique et par conséquent nous allons observer, nous allons examiner, nous allons continuer à consulter, mais nous n'allons prendre aucune décision ni aucune mesure. Ça, c'est une attitude qui est très favorable, bien sûr, à l'épanouissement de la technologie, mais qui fait courir aux épargnants et au marché un risque d'intégrité et qui peut aboutir finalement à un phénomène de rejet si des accidents se produisaient. La deuxième stratégie, qui est une stratégie opposée, et qui consiste à rattacher immédiatement ces objets nouveaux à des catégories que l'on connaît. Et c'est une tentation qui peut exister. On prend des jetons, on prend des produits, on se demande à quoi ils ressemblent. Et en fonction des similitudes que l'on détecte ici ou là, on peut être tenté de leur appliquer tel ou tel régime. Et quand on regarde autour de nous, il y a des régulateurs qui sont assez enclins à ce type d'approche. Le risque, évidemment, là, et le risque inverse, c'est celui soit de figer la technologie, soit d'orienter la technologie dans un sens d'évasion réglementaire, ce qui est une manière de la distordre, de la détourner de son objectif initial. Je crois que ces deux risques, nous les avons dans notre rapport assez bien identifiés. Et je suis très content très heureux de voir que finalement on s'oriente sous l'égide de l'AMF vers une troisième approche, qui est une approche très pragmatique, qui consiste à prendre les précautions nécessaires pour protéger les marchés et les épargnants, mais qui ne préjuge rien de l'avenir. Et je pense que cette innovation du visa optionnel, qui s'applique à la fois aux ICO et, si le projet de loi actuel est confirmé dans les lectures successives, aux plateformes d'échange, cette procédure-là est une procédure extraordinairement adaptée à la situation actuelle. Elle permet aux régulateurs d'apprendre, de surveiller, elle permet à la profession de dialoguer en permanence avec le régulateur et de lui faire valoir ses préoccupations, ses objectifs, ses contraintes. Elle permet donc, à la place financière de Paris, d'avoir un processus dynamique et permanent d'adaptation à une réalité qui est totalement changeante. Je crois que nous avons, et j'ai l'impression que nous sommes un peu les seuls en ce domaine aujourd'hui, nous avons trouvé le bon équilibre dans une période de grands changements entre les impératifs de protection et les impératifs d'innovation. C'est le début d'un long parcours. Il faut rester très attentif aux innovations technologiques, ne pas rigidifier prématurément et bien sûr assurer la protection des uns et des autres. Pour opérer dans ce triangle magique, j'ai un vœu à formuler, que l'équilibre actuel que nous constatons et l'extraordinaire interaction entre le régulateur, les participants de marché et les législateurs se poursuivent dans la période actuelle. Je vous remercie beaucoup.